Pierre Courbe, bonjour. Bonjour. Pierre, tu es responsable du plaidoyer pour l'association Canopea depuis de nombreuses années. Est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours ? Ingénieur en électromécanique de formation, j'ai travaillé 12 ans dans la recherche industrielle avant de rejoindre Canopea en 2003 en tant que chargé de mission en mobilité. Canopea est la fédération des associations d'environnement actives en Wallonie, en Belgique. Mon travail consiste principalement à réaliser des missions de plaidoyer politique dans le champ de la mobilité. En près de 23 ans maintenant, j'ai pu toucher tous les aspects de la mobilité, du local au niveau européen, du fret aérien jusqu'à la marche à pied, des normes d'émission des véhicules jusqu'aux outils fiscaux, des aspects plus techniques jusqu'aux aspects plus psychosociaux. Et le travail sur ces derniers m'a amené à penser que les défis environnementaux et de sécurité routière étaient très souvent liés et que les réponses à leur apporter étaient bien souvent communes. D'où, dès 2012, le développement de projets communs avec des associations de sécurité routière et de victimes de la route. En tant que membre bénévole de la Ligue contre la violence routière, on se heurte aujourd'hui à une dérive sociétale. Est-ce qu'on peut aborder cette question de manière plus... Tout à fait, je pense effectivement que cette dérive qui va vers un moindre respect sur la route, doit être abordé notamment par des cas concrets, dont celui dramatique de l'homicide de Paul Varry en octobre 2024 ici à Paris. Cet homicide est quelque part illustratif d'une haine anticycliste qui n'est jamais que le reflet d'un phénomène beaucoup plus vaste. Le respect, la solidarité, la bienveillance, le partage perdent dans la société en tant que valeurs phares et sont progressivement remplacés par d'autres valeurs beaucoup moins nobles, telles que la consommation frénétique, l'égoïsme, le rejet, et ces valeurs prennent peu à peu de la place au détriment de savoir vivre ensemble. Et plus le repli sur soi, plus les discours identitaires sont présents chez une personne, plus cette personne aura tendance à rejeter tout ce qui peut être jugé comme étant différent d'elle. Une enquête menée en France fin octobre 2024 par le consultant Cluster 17 a montré que chez les électeurs d'extrême droite, ce repli ou cette condamnation des cyclistes, ce sentiment anticycliste, était 1,5 fois à 2 fois plus présente que dans la moyenne de la population. Donc, pour mettre en place des politiques de sécurité réellement efficaces, il me semble qu'il faut être conscient de ces problèmes globaux sociétaux, de ces enjeux, pour pouvoir y répondre, et notamment en revalorisant le respect, la solidarité, la fraternité, qui sont les valeurs sur base desquelles se sont reconstruites nos sociétés après la Seconde Guerre mondiale. Dans quelle mesure peut-on dire que l'espace public est disputé, sous tension ? Pendant des décennies, les pouvoirs publics ont aménagé l'espace public pour favoriser la circulation et le stationnement de véhicules motorisés. Depuis quelques années, maintenant, ces mêmes pouvoirs publics ont tendance à réaménager pour libérer de l'espace, notamment au bénéfice des personnes qui se déplacent à pied ou à vélo. Ce qui peut faire naître un sentiment d'injustice chez les automobilistes, et ce sentiment d'injustice peut à son tour faire naître des comportements agressifs envers les piétons et les cyclistes. Ceci est un premier élément. D'autre part, quand on se déplace à pied ou à vélo, on peut se sentir insécurisé et mal respecté par les automobilistes, ce qui peut également amener à des comportements, gestes, paroles agressifs. Pour apaiser ces tensions et rendre l'espace public plus agréable, il convient surtout de ne pas catégoriser les personnes. Il n'y a pas d'une part de gentils automobilistes et de méchants cyclistes ou l'inverse. Alors il faut savoir que l'on peut être à la fois l'un et l'autre. En même temps, on peut voir aujourd'hui que les engins motorisés sont à la fois trop nombreux et qui font prendre trop de risques, notamment vis-à-vis des usagers vulnérables. L'évolution du parc automobile, qui n'est que le reflet de l'offre automobile, est inquiétante à plus d'un titre. Si l'on regarde sur les années 2011 à 2024, le parc automobile français a connu une croissance annuelle de 306 000 véhicules. C'est-à-dire que chaque année, on rajoute une file continue par choc contre par choc de 1340 km de long sur la route française. La distance entre Pau et Dunkerque par la route. Puis surtout des véhicules inutilement lourds et puissants. Sur la même période, 2011 à 2024, le poids moyen des véhicules a augmenté de 9% et leur puissance de 28%. Donc nous avons d'une part des véhicules de plus en plus nombreux et d'autre part des véhicules de plus en plus lourds, de plus en plus puissants, donc plus polluants et plus dangereux sur la route.
Selon l'assureur AXA, les statistiques établissent que plus un véhicule est puissant, plus la fréquence et la gravité des sinistres sont élevées. Après, on peut se poser la question aussi sur le rôle des pouvoirs publics, sur le rôle de l'État. Le rôle des États est central et effectivement, aujourd'hui, ils ont tendance à favoriser, à mettre en avant les solutions d'ordre technologique, comme la voiture autonome par exemple. Mais la question mérite d'être posée, ne vaut-il pas mieux que ce soit les personnes qui retrouvent leur autonomie, leur capacité à se déplacer en toute sécurité dans un espace public apaisé? Concrètement, quelles sont les mesures que les États peuvent prendre ? Alors très concrètement, les États doivent mettre en place un panel de mesures pour atteindre effectivement l'objectif Vision Zéro Victime et respecter leur feuille de route pour arriver à cette vision 2050. Il me semble que les 3 points que nous venons d'aborder doivent être abordés de front. Pour revenir très concrètement sur le 3e peut-être, le problème de la dérive de l'offre automobile, il convient d'oser enfin affronter les intérêts court-termistes des constructeurs d'automobiles et d'agir tant sur l'offre que sur la demande. Sur l'offre en mettant en place des normes en matière de masse, de puissance, d'agressivité des véhicules, et sur la demande en mettant en place des politiques de contrôle beaucoup plus forts de la publicité automobile, d'utilisation optimisée de l'outil fiscal, et enfin la mise en place de zones à faible danger, c'est-à-dire des zones dans lesquelles ne pourraient circuler que les véhicules les plus modestes, les moins puissants, les moins agressifs, suivant le concept de l'ISACAR pour Light and Safe Car, voiture légère et sûre, concept développé par Canopea. Donc exactement comme la Ligue avait fait autrefois avec l'étude sur la voiture citoyenne. Absolument, donc l'ISACAR, Light and Safe Car, s'inscrit clairement dans la continuité de la voiture citoyenne et de la PIVIR, pour rappel, l'association pour l'interdiction des véhicules inutilement rapides. Donc des articles que je vous recommande à aller consulter sur le site de Canopea. J'en ai repéré un notamment qui date de février 2024, suite à une enquête de Canopea avec plus de 800 personnes, sur les représentations et les comportements par rapport à la voiture. Autre article intéressant du 19 septembre 2023 sur les grosses voitures, le dilemme du prisonnier. Et puis un article particulièrement bien réussi sur la zone 30 km/h, également disponible sur le site Canopea. Merci beaucoup Pierre pour cet entretien. Merci aussi Jean-Luc pour l'occasion donnée. Et à bientôt pour de nouveaux entretiens avec la Ligue contre la violence routière.